lundi. Ce que nous avons fait dans ce premier atelier, là, c'est juste pour résumer. On a commencé à développer, à mettre en place un tableau de bord sans programmation. Donc, voir un petit peu ce qu'était la notion de tableau de bord et comment, avec deux outils très simples, Google Data Studio et Esri Dashboard, on peut mettre en place rapidement, quand on a des données évidemment géospatiales ou descriptives, comment on peut mettre en place rapidement un tableau de bord avec l'écosystème Google qu'on appelle Google Data Studio ou les outils d'Esri, l'écosystème Esri avec Esri Dashboard. Donc le premier atelier était vraiment très simple, vraiment comment mettre en place un tableau de bord sans notion de programmation. Donc ce qu'on va voir dans ce deuxième atelier, avec Jean-Nicolas Côté qui est présent aujourd'hui, qui va présenter cet atelier, c'est de regarder évidemment comment travailler avec des données de télédétection. Donc, dans le cadre du cartel, là, le centre appliqué en recherche en télédétection, évidemment, on veut mettre en place un tableau de bord qui va permettre d'analyser des données de télédétection. En temps réel, on va le voir avec Google Earth Engine. Comment travailler avec des données images ou radar, mais on va travailler avec des données images optiques pour cet atelier. Comment créer un tableau de bord, une cartographie web de façon interactive. Cet atelier nécessite des notions de programmation Python. Jean-Nicolas va vous expliquer tout ça. Normalement, c'est enregistré. Si vous n'avez pas suivi le premier atelier, c'est pas très grave. Là, vous pouvez démarrer tout de suite cet atelier. Normalement, le premier atelier est également enregistré. Donc, si ce n'est pas encore fait, il va être disponible sur la page web du cartel. Donc, Jean-Nicolas Côté, juste pour faire la présentation rapidement, Jean-Nicolas Côté qui est en première année de doctorat avec moi, encadré par professeur Elisabeth Lévesque à l'Université Bishop et professeur associé Éric Lavigne à l'Université d'Ottawa. Jean-Nicolas Côté qui est pharmacien de formation, qui a décidé de revenir aux études pour travailler sur les impacts des changements climatiques dans le domaine de la santé. Travaille actuellement sur un projet de recherche qui vise à calculer la vulnérabilité des impacts des changements climatiques liés aux vagues de chaleur, donc les impacts en santé essentiellement dans les taux d'hospitalisation principalement. Donc il travaille actuellement sur l'analyse de ces données et au final, évidemment, il va développer un tableau de bord analytique pour aider les gestionnaires à prendre les meilleures décisions. Donc, je vais laisser Jean-Nicolas se présenter puis présenter son atelier. Il va démarrer tranquillement là, avec ce que vous avez peut-être déjà vu dans le premier atelier il y a quelques semaines, dans le premier workshop il y a quelques semaines sur Google Earth Engine. Donc, il va vous présenter évidemment avec du codage Python, avec un notebook, comment se connecter à Google Earth Engine et remonter l'information pour créer de façon dynamique une cartographie web et quelques indicateurs. Donc Jean-Nicolas, je te cède la parole. Parfait, merci Michael. Donc, je vais vous partager mon écran. Oups, je pense que c'est pas le bon écran qui a été partagé. OK, mais ça devrait fonctionner. Donc, tout le monde voit le tableau de bord à l'écran? Oui, je vais assumer que oui. Oui, c'est bon. OK, parfait. Donc, en fait, je vais vous montrer un peu les fonctionnalités du tableau de bord là, pour débuter, pour qu'on sache un peu où est-ce qu'on s'en va avec la programmation. Donc, c'est un tableau de bord qui est quand même relativement simple au niveau du visuel. Donc, en fait, le prochain atelier que vous allez avoir la semaine prochaine, lui, va vraiment se concentrer plus sur la portion qu'on dit front-end, donc qui va pouvoir rendre vos tableaux de bord beaucoup plus esthétiques que ça. Aujourd'hui, la présentation, on a juste 2 heures, donc on va vraiment plus se concentrer sur la programmation qu'on dit back-end, donc vraiment plus la programmation au niveau du serveur pour faire justement nos appels à Google Earth Engine et de faire ressortir en fait les informations qu'on peut en tirer avec certaines fonctions qui sont propres à Google Earth. Et juste pour vous donner une idée, un tableau de bord, en fait, qu'on pourrait dire full stack, donc on fait du back-end jusqu'au front-end, ça peut donner un tableau comme ça. Donc, comme vous pouvez voir, là, on a mis, en fait, on peut mettre beaucoup plus de couleurs, on peut faire plus d'options. Donc, il y a des outils, en fait, qui sont spécialisés, qui nous aident à faire ça, qui, je vous dirais, pour un tableau ici dans un notebook, là,
c'est faisable, mais c'est vraiment beaucoup plus de travail. Donc, comme ce n'était pas l'objectif de cette séance-là, on a laissé ça à sa plus simple expression. Donc, essentiellement, ce qu'on va essayer de faire, c'est prendre des données Landsat 8 et on va avoir 3 paramètres de visualisation possibles. Donc, on va avoir soit une image en RGB, on va soit avoir les NDVI, ou on va avoir l'imagerie thermale qu'on peut retirer de Landsat 8. Et on va avoir toutes les années, en fait, disponibles de Landsat 8, donc de 2014 à peu près à 2021. Donc, quand vous changez, en fait, les années, ça nous permet de changer la couche. Et on a aussi les statistiques de NDVI qui y sont associées. Donc, ici, on a les statistiques historiques. Et on a aussi les histogrammes de chaque polygone qui sont disponibles en fait pour les régions là, à l'étude. Et ces histogrammes-là vont aussi changer en fonction des années en fait qu'on sélectionne ici. Donc, comme vous pouvez voir ici, les histogrammes, ça c'était pour les histogrammes de 2019. Et ainsi de suite. Donc, c'est les petites fonctions qu'on va programmer aujourd'hui. Si on commence en fait du début, donc comme Michael l'a mentionné, ça prendrait idéalement quelques notions de Python pour bien suivre. Ceci étant dit, si vous n'avez jamais programmé de votre vie, comme Michael l'a dit, moi à la base, j'étais pharmacien, puis je suis vraiment, j'ai tout fait ça en étant autodidacte, donc apprendre à programmer. Donc c'est vraiment possible de pouvoir programmer tout ça sans avoir un diplôme de génie logiciel. Donc, ce que j'ai fait, en fait, pour vous faciliter la vie, si vous n'avez pas de notion en Python, pour la présentation d'aujourd'hui, je n'aurai pas le temps là, de regarder ça en détail avec vous, mais vous pourrez regarder là, dans le notebook que Nicolas vous a fait parvenir, peut-être à tête reposée. Je dirais les différents éléments de programmation qui sont essentiels pour faire un tableau de bord comme ça. Donc, la première chose, c'est de comprendre comment les variables fonctionnent en programmation. Donc, si vous venez aussi d'un autre langage de programmation, mettons C++ ou JavaScript. Donc, il y a une certaine syntaxe là, en Python, mais en général, c'est pas mal les mêmes principes c'est pas mal la même logique en fait de programmation. On a les types de variables aussi qui sont importants à comprendre, là, donc de faire la différence entre les entiers, les nombres float ou les strings, donc qui sont des chaînes de caractères. On a tout ce qui est au niveau des structures de données, donc ce qui est les listes, les dictionnaires, les tuples. Ça, vous allez voir, ça va ressortir dans le tableau de bord. Et évidemment, pour tout programme tout programme a besoin de conditionnels, donc on vérifie en fait des états dans notre code pour décider les fonctions qu'on va appliquer. On a aussi les book, dans le fond, les book for qui nous permet de limiter la quantité d'informations qu'on a à écrire. Et on a finalement les fonctions qui sont peut-être un petit peu plus avancées, mais qui sont aussi essentielles pour programmer des tableaux de bord, parce que si vous faites ça sans fonction, votre code finira plus, ça va être extrêmement difficile à gérer. Donc ça, c'est les petits éléments. De toute façon, je vais essayer d'expliquer puis de vraiment prendre le temps là, dans le code de décortiquer le code. Donc même si vous n'êtes pas familier avec ça, on va essayer que ce soit possible de suivre. Et peut-être, en fait, pour ceux qui sont habitués en Python et qui n'ont jamais travaillé avec Google Earth Engine, je vais tout de suite vous donner un petit avertissement, là. En ce sens que si vous regardez mon code, puis vous allez voir que ce n'est pas un code que je dirais pleinement pythonique, si on veut. Il y a certaines notions de programmation en Python que je n'ai pas pu optimiser parce qu'avec Google Earth Engine, en fait, c'est comme travailler un peu avec je ne voudrais pas dire 2 langages de programmation, mais c'est un peu 2 paradigmes, parce que souvent, on doit manipuler des objets Google Earth Engine et on doit manipuler des objets en Python. Et ces deux objets-là, il faut les transformer avant de pouvoir, avant qu'ils puissent se parler, en fait. Donc, un des éléments, c'est pour Google Earth Engine, souvent, il faut appeler ce qu'on appelle la fonction .getInfo. Donc, ça nous permet de transformer un objet Google Earth Engine en Python. Et à l'inverse, si on a un objet en Python puis on veut le passer à une fonction Google Earth Engine, on doit en fait le passer. Quand vous voyez EE, c'est pour Earth Engine. Donc, on va passer notre chiffre Python, en fait, en chiffre Earth Engine pour nos fonctions. C'est la même chose pour les dictionnaires. Donc, parfois, on a des dictionnaires en Python, mais si vous passez un dictionnaire en Python directement à un objet Earth Engine, ça ne fonctionnera pas. Il faut les transformer.
Et il faut aussi, en fait, pour optimiser le code en général, surtout au niveau des fonctions, on essaie tout le temps d'avoir des fonctions qui sont compactes et qui font juste une chose. Vous allez voir, je n'ai pas respecté, en fait, ce paradigme de programmation-là parce que il faut limiter, en fait, les allées et revenus entre le serveur de Google Earth Engine, idéalement, et dans le fond, notre code en serveur local. Donc, c'est pour ça que parfois, il y a des fonctions qui sont quand même assez costaudes. Mais l'objectif de ça, c'est que si je faisais un appel au serveur de Google Earth, je voulais maximiser en fait l'information que j'avais et les traiter tous à l'intérieur d'une même fonction plutôt que de faire plusieurs appels. Donc, ça, en fait, c'est ce que. Donc, en fait, c'était juste pour expliquer un peu. Puis ça, je vais revenir aussi dans le code là, des bugs que vous pourriez avoir là, quand vous programmez des fois des dashboards. Honnêtement, ça a été quand même les premières fois que j'ai travaillé avec Google Earth Engine, je pourrais dire que j'ai passé beaucoup d'heures sur Stack Overflow là, pour trouver des solutions. Donc, je vais essayer là, de vous pointer en fait les endroits là, qui pourraient être problématiques là, si vous commencez à travailler avec ça. Et ce que vous allez voir justement parlant de Stack Overflow, ça se peut que vous ayez besoin, quand vous allez faire, dans le fond, vos projets avec Google Earth Engine, d'aller voir des exemples. Et ce que Google Earth Engine, initialement, ça a été écrit plus en JavaScript. Donc, on va le voir aussi tantôt. Là, vous avez En fait, il y a un API web que vous pouvez utiliser où on peut écrire du JavaScript directement dedans. Et il y a souvent les exemples sont en JavaScript. Donc, je vous ai mis ici le petit lien là, que vous pouvez aller voir et ça vous permet de faire la correspondance entre des fonctions en JavaScript et les fonctions Python. Donc, ça vous permet de faire finalement les traductions d'un langage à l'autre. Donc, ça peut être utile aussi là, pour se débugger. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet après cette brève introduction. Donc, j'imagine que vous avez tous eu en fait, le Google Colab. Vous pouvez techniquement l'activer. Si vous avez un compte Google, vous devriez être en mesure de l'ouvrir et puis de suivre avec moi les différentes étapes. En fait, vu qu'on est dans Google Colab, les librairies comme Earth Engine et IPyWidget, eux, sont déjà installées. Donc, vous n'avez pas besoin de les réinstaller. Par contre, si vous seriez sur un notebook comme Jupyter, je ne pense pas qu'ils ont Earth Engine par défaut. Donc, c'est pour ça que je prends la peine de vous dire de l'installer. Et c'est la même chose si vous utilisez en fait Earth Engine en mode local, parce que vous n'êtes pas obligé de l'utiliser dans un notebook. C'était juste que c'était peut-être la façon la plus simple là, pour faire le webinaire. Notamment, moi, j'ai fait un plugin maison avec QGIS et l'API de Google Earth Engine qui me permettait de faire des analyses plus poussées pour mon doctorat. Donc, c'est un peu le même principe. Il faut installer la librairie Earth Engine dans votre environnement virtuel Python que vous utilisez. Et en fait, pour ici, on va utiliser la librairie Gmap, qui est une librairie qui est un dérivé de Leaflet ou de Leafmap, si vous connaissez. Et donc, en fait, celle-là, il faut l'installer. Donc, moi, je l'ai déjà préinstallée pour que ça aille un petit peu plus vite. Et ensuite, on arrive à la portion où ce qu'il faut s'authentifier pour Google Earth Engine. Donc là, peut-être, je vais prendre un moment. Je ne sais pas si vous avez suivi l'atelier Google Earth Engine à l'automne ou si vous avez suivi l'atelier de Philippe et Enrique la semaine lundi, en fait. Vous devriez déjà avoir un compte Google. Et quand vous avez un compte Google, en théorie, tout ce que vous avez à faire, c'est aller dans Google, faire Google Earth Engine Sign Up. Vous cliquez sur le premier lien. Et là, moi, je suis déjà inscrit, donc je ne peux pas me réinscrire une deuxième fois, mais vous devriez faire Sign Up. Et ça devrait vous permettre, avec votre compte Google, de pouvoir, dans le fond, avoir accès à l'API de Earth Engine. Donc là, je peux peut-être prendre peut-être laisser un ou 2 minutes pour que vous puissiez faire cette étape-là, à moins que tout le monde me dise que vous êtes déjà tous abonnés à Earth Engine et qu'on n'a pas besoin d'attendre. Donc, je vais assumer qu'on va attendre 1 minute. Ça va être correct?
Oh, désolé, il y a pas mal de bruit chez moi, fait que je ne sais pas si ça paraissait. J'ai juste fermé la porte pour que ce soit plus tranquille. Donc, est-ce que tout le monde est parvenu à s'inscrire pour Earth Engine? Tout le monde a un compte Google. Est-ce que cette portion-là, ça allait pour tout le monde? Donc, si j'ai pas de signal, je vais assumer qu'on peut passer à la prochaine étape. Donc, en fait, si vous êtes dans peu importe où ce que vous utilisez votre API, il faut toujours s'inscrire, en fait, s'authentifier. Donc, vous pouvez, si on roule la cellule ici, ce que ça va nous demander, on va avoir un token. Donc, vous cliquez ici. Vous choisissez le compte à lequel Google Earth Engine est associé. Vous autorisez. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous copiez le code d'autorisation qui est ici. Et vous le rentrez ici. Et là, ça nous dit que notre token est sauvé. Donc, on va pouvoir poursuivre et appeler, en fait, l'API. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir avec Google Earth Engine, c'est que ce n'est pas illimité le nombre d'appels qu'on peut faire. On n'a pas le droit de faire une utilisation commerciale de Earth Engine. Honnêtement, c'est vraiment pas clair c'est quoi les limites qu'on a. Moi, je peux dire pour mon doctorat, parce qu'en fait, il fallait que je fasse de l'extraction de données par aire de diffusion pour le Québec, autant pour les NDVI que pour des données de température. J'ai fait des milliers d'appels à Google Earth Engine, puis à date, ils n'ont pas encore barré mon compte. Fait que d'après moi, la limite est quand même assez élevée. Mais par contre, je ne sais pas si justement vous en faites un usage commercial, vous avez plein de gens qui accèdent à votre dashboard. Ça, je vous dirais peut-être faire attention, là, justement, avec votre token. Si vous faites un nombre d'appels trop élevé, Earth Engine va savoir. Puis, il pourrait peut-être barrer votre compte, vous envoyer une petite notification. Là. Donc, juste faire attention à ça. Mais pour un usage académique, là, honnêtement, il faudrait vraiment que vous fassiez vraiment beaucoup d'appels pour que ça soit un problème. Là. Parce qu'ils sont habitués, en fait, qu'on a besoin d'extraire beaucoup de données en général quand on utilise ces API-là. Et les librairies, en fait, qu'on va utiliser, ça va être la librairie Gmap pour faire la visualisation. On va utiliser IPyWidget, qui est en fait peut-être un classique en Python dans les notebooks pour créer des petits widgets. Donc, c'était les menus déroulants. Et ça nous permet aussi d'avoir, avec IPyWidget, on peut avoir notre grille pour nous permettre d'installer en fait, notre carte et nos graphiques. On a ici, ça c'est une librairie par défaut, là, le dictionnaire par défaut de Python pour stocker de l'information. Et on va utiliser simplement Matplotlib, qui est pas mal la librairie la plus populaire en Python là, pour faire des graphiques, mais il existe d'autres librairies qu'on pourrait utiliser, notamment Shapley ou d'autres programmes comme ça. Donc, ce n'est pas les seules options, mais je dirais que c'est les options les plus communes qu'on peut utiliser. Donc, une fois que ces librairies-là, en fait, sont importées, on peut, en fait, il y a plusieurs façons d'importer des données. Pour aujourd'hui, pour simplifier la chose, j'ai créé en fait des features directement dans le notebook pour éviter qu'on ait à avoir trop travaillé là, au niveau des connexions. Mais je vous ai mis en fait des liens si vous avez à vous connecter, admettons, à votre Google Drive ou si vous vouliez vous connecter à une base de données PostgreSQL. C'est possible de le faire dans Colab. Et si vous n'êtes pas dans Colab, vous êtes en Python, habituellement, il y a vraiment des librairies là, qui nous permettent de le faire facilement aussi. Donc, ça, on avait vu lundi que c'était une des limitations de Data Studio, notamment. La connexion avec les bases de données, parfois, ça pouvait être complexe. Donc, ici, c'est vraiment très flexible là, quand on fait de la programmation avec Python. Donc, notre premier objet Google Earth Engine qu'on rencontre, c'est les features. Donc, en fait, dans Earth Engine, il y a deux principales données géospatiales. Il y a les features qui sont l'équivalent des polygones, donc de la donnée vectorielle. Et on a aussi tout ce qui est des images, donc ce qui est forcément les images satellites, donc qui est de la donnée matricielle. Et on a des collections, donc vous avez des feature collections, des image collections, qui est un regroupement, en fait, soit de polygones ou de données vectorielles, ou des regroupements d'images. Donc, ici, le premier feature qu'on va créer, donc on appelle ici Earth Engine. On lui dit qu'on veut créer un feature
Et pour ceux qui sont peut-être moins habitués, en fait, de travailler là, avec de la documentation, on peut peut-être juste donner un petit exemple ici. Donc, je vous ai vraiment mis la documentation là, de chaque fonction que j'utilise, justement, parce que je sais que ça va quand même aller assez vite ce soir. Donc, si vous voulez regarder ça à tête reposée, vous pouvez cliquer dans les liens que je vous ai donnés, puis ça va vous permettre de comprendre si vous avez manqué certaines de mes explications. Mais si on prend justement un feature, comment on crée un feature avec Earth Engine, en fait, on y passe une géométrie pour commencer. Donc, on appelle feature. On y passe une géométrie et l'autre paramètre, on peut y amener des propriétés. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait ici. Donc, on y passe une géométrie. Et encore là, pour passer des géométries dans Earth Engine, vous pouvez regarder là, ici, donc comment on passe des géométries dans Earth Engine. Donc, si on veut créer un polygone, on peut simplement passer des coordonnées. Et ensuite, si on ne passe pas d'autres paramètres qui sont optionnels, notamment, on va assumer qu'en général, dans Earth Engine, tous les couches qu'on y passe sont dans le EPSG 4326, donc en lat long. Donc, comme je n'ai rien spécifié, on assume qu'on est dans un 4326 et j'ai passé des features qui sont notamment simplifiées, là. Donc, ce n'est pas les vraies coordonnées des différents quartiers de Sherbrooke. Puis ça, ici, c'est en fait, j'ai pris un carré à Sherbrooke. Donc, c'est vraiment juste pour des fins de démonstration. Mais par contre, ce qui est intéressant à savoir, c'est que faites attention parce que si vous voulez extraire de la donnée de Earth Engine, mettons pour le Québec au complet, puis que notamment, si je prends mon exemple d'aire de diffusion, qui en a au-dessus de 12 000, avec des fois des géométries qui sont quand même complexes, je vous inviterais à simplifier vos features dans la mesure du possible pour ne pas envoyer trop dans le fond, de coordonnées à Google Earth. Parce que parfois, soit que ça va être extrêmement long avant qu'il vous retourne un résultat ou vous allez dépasser la limite permise. Donc, faire attention là, avec les géométries qui sont très, très complexes. Donc, ici, j'ai pris des géométries qui sont simples. Et dans les paramètres que j'ai passés à mon feature, j'y ai donné un nom. Donc, c'est un peu comme de la donnée tabulaire, en fait. Si vous pourriez y passer une table des attributs. Donc, moi, tout ce que je voulais avoir, c'est le nom qu'on va réutiliser plus tard. Donc, ça, c'est notre zone d'intérêt. Donc, en fait, notre zone d'intérêt, si on se rapporte là, à ici, c'est vraiment le grand rectangle qui délimite Sherbrooke. Et chacun des polygones qui sont ici, c'est les 4 quartiers de Sherbrooke que j'ai fait ressortir, ou en fait plutôt emplacement Sherbrooke, qui sont justement dans des features ici. Et je leur ai donné aussi un nom. Donc, on a un polygone qui est dans Ascot Corner, un au centre-ville, un plateau Saint-Joseph. Et finalement, j'ai pris le bois Beckett pour avoir en fait des signatures de NDVI différentes d'un endroit à l'autre. Évidemment, en fait, là, c'est sûr que si on voudrait analyser les îlots de chaleur, mon tableau de bord n'est pas complet pour ça non plus. Là, donc, ce n'était pas l'objectif ce soir. Là, donc, c'était vraiment juste de donner en fait, un aperçu de comment on pourrait faire des analyses, mais c'est ça. Si on voudrait faire des analyses vraiment poussées sur les îlots de chaleur, ça prendrait pas mal plus de données que ça, là. Et une fois qu'on a en fait tous nos features, on peut les mettre dans une liste en Python. Donc, on les met dans notre liste et on peut les passer en fait à Earth Engine pour les mettre dans ce qu'on a dit tantôt, une feature collection. Donc, c'est pour agréger en fait chacun de nos features. C'est ce que ça va nous permettre, ça, plus tard, c'est on va pouvoir utiliser une fonction pour itérer à travers chacun des features et on va pouvoir leur attribuer justement des paramètres et des couleurs. Parce que vous avez remarqué que dans le tableau de bord, on a attribué des couleurs différentes à chaque élément. C'était voulu, en fait, c'était pour que ça soit plus visuel. Donc, pour faire ça, on va devoir justement leur attribuer un style à chaque polygone. Donc, ça, on va faire ça plus tard. Mais pour l'instant, on le stocke dans notre feature collection, puis on va y revenir dans quelques fonctions. Donc, la première fonction qu'on va regarder, ça duplique un peu ce qu'on a vu. Donc, c'est un rappel, en fait, du séminaire cet automne. C'est comment procéder à des images qui sont dans le feature collection, l'image collection, pardon, de Landsat 8. Donc, si vous voulez, on va juste fermer ça ici. Donc, en fait, vous avez le catalogue là, de Earth Engine, okay, qui vous permet d'avoir les images Landsat Modis Sentinel. Et vous pouvez savoir aussi comment appeler vos images collection. Donc, ça ici, si vous appelez cette collection d'images-là, c'est tous les données Landsat au niveau global, là, au niveau mondial.
de 2013 à de nos jours. Okay? Donc, c'est vraiment données importantes. Et vous avez la description, en fait, et les bandes qui sont disponibles pour ce jeu de données-là. Et il y a aussi différents niveaux de traitement. Donc là, de plus en plus, on a abandonné la collection 1 pour passer à la collection 2. Donc la collection 2 ont des traitements supplémentaires, notamment au niveau de la température de surface. Donc la bande, en fait, va nous donner directement, on n'a plus à faire plusieurs manipulations pour extraire les températures de surface. La bande 10 dans la collection 2 donne directement la température de surface en Kelvin. Donc, ça peut être intéressant. Ça peut limiter la quantité là, de traitement qu'on a besoin de faire. Et vous avez ici aussi certaines propriétés d'image que vous pouvez extraire. Donc, ça, c'est de la métadonnée. Mais malheureusement, les métadonnées qui sont disponibles ici ne sont pas complètes. Donc, parfois, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut utiliser justement l'API web de Google Earth Engine. Donc, ça ici, c'est un exemple que j'ai sorti pour une image Landsat, justement. Et si vous utilisez l'outil inspecteur et vous cliquez en fait n'importe où sur votre raster, vous allez avoir les 92 propriétés qui sont disponibles pour votre raster. Donc, ici, les propriétés qu'on va avoir besoin tantôt, c'est justement pour faire les corrections pour les bandes. Donc, pour la bande dans la réflectance, pour ajouter, on a un paramètre de -0.2. Puis pour dans le fond, la multiplication ici, on a en fait ce chiffre-là qui nous permet en fait d'ajuster les paramètres bruts de notre raster. Donc, si on retourne à ici à notre fonction, donc notre fonction, en fait, c'est une fonction qu'on va utiliser à travers la fonction map de Google Earth Engine qui nous permet d'itérer à travers toutes les images de la collection. Donc, c'est pour ça que le paramètre que cette fonction-là prend, c'est image. Et pour chaque image, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui attribuer un masque autant pour dans le fond, pour la qualité, pour retirer les pixels qui seraient de mauvaise qualité ou les pixels qui seraient couverts par des nuages. Donc, ça ici, c'est des fonctions, en fait, je vous dirais que vous pouvez trouver sur Internet qui vont vous dire d'utiliser ça pour Landsat 8, mais chaque en fait, image satellite ont des fonctions différentes. Donc, ça, il faut juste le googler pour les trouver. Puis c'est une des raisons, en fait, pour le tableau de bord. J'ai voulu garder ça simple. J'ai juste pris les images Landsat 8 parce que même si on prendrait Landsat 7, Sentinel ou MODIS, peu importe, c'est toujours la même logique en arrière de ça, mais il faut toujours aller chercher pour les bandes spécifiques et les métadonnées spécifiques, en fait, pour chaque satellite. Donc là, ça devenait quand même complexe là, de faire des fonctions pour tout ça. Donc, c'est pour ça que je mets une image avec un exemple avec Landsat 8, mais c'est la même logique là, qui s'applique si on voulait ajouter d'autres types de satellites. Donc, la première portion, on retire en fait les pixels qui sont des nuages. Ensuite, on va, comme je vous ai montré ici tantôt, on va aller chercher les métadonnées en fait de notre bande optique de Landsat 8. Donc, ce qu'on fait, c'est image. Donc, ça, c'est l'image qu'on a été chercher dans notre image collection. Quand on fait .get, c'est pour aller chercher les métadonnées. Et ces métadonnées-là, en fait, là, j'ai pris la bande 3 parce que, comme vous avez pu voir, pour la réflectance, puis pour l'addition puis la multiplication, c'est le même facteur correctif. Donc, j'en ai pris une au hasard. Là. Et ce qu'on dit ici, c'est que pour les bandes optiques, sélectionnez l'image, sélectionne tous les bandes qui sont optiques et applique-y, en fait, la métadonnée pour la multiplication ici de la valeur de notre raster. Et on lui rajoute aussi, en fait, la valeur corrective qu'on a besoin pour avoir la valeur finale, finalement, corrigée de notre image. Et aussi ici, notez le EE.number. Donc, en fait, il faut transformer la métadonnée qu'on va avoir obtenue. Donc, le chiffre qu'on avait ici. Donc, ces chiffres-là ici. Quand on les extrait, je crois qu'ils sont extraits en tant que string. Donc, il faut s'assurer de les passer en tant que number Earth Engine pour que notre fonction fonctionne. Et c'est la même chose ici pour, une fois en fait qu'on a fait le correctif pour les bandes optiques, on peut faire notre NDVI.
Quoique le NDVI, vu que c'est un ratio, on aurait aussi pas pu faire les corrections, mais bon, peu importe, il fallait faire les corrections pour avoir notre image RGB. Et ici, il y a une fonction qui est déjà donnée par Google Earth Engine qui est pour faire justement un ratio normalisé. Donc, vous avez juste à passer la valeur de votre bande infrarouge avec votre bande dans le rouge. Et on va renommer cette bande-là NDVI pour pouvoir l'appeler plus tard dans nos fonctions futures. Et pour la bande thermique, donc vu que la bande en fait est déjà en Kelvin, donc on n'a pas beaucoup de traitement à faire. Tout ce qu'on doit faire, c'est prendre la valeur de notre bande et on le multiplie avec en fait, avec la métadonnée qui nous dit qu'on doit multiplier la valeur de notre bande par, juste par cœur, je ne m'en rappelle pas. Mais OK, on l'a ici, température add band. Donc, ouais, on peut rajouter 149, puis pour multiplier, en fait, c'est ce chiffre-là ici. Donc, en fait, ce que ça nous permet quand on appelle justement nos métadonnées comme ça, plutôt que de le hard-coder, ça évite d'avoir des erreurs de frappe. Et si jamais il y avait des corrections, ben, il se ferait automatiquement. Là. Et on soustrait un 273.15 pour avoir cette valeur-là en degrés Celsius. Et on va renommer cette bande-là, en fait, bande thermale pour qu'on puisse aller la rechercher plus tard. Et dans notre fonction, en fait, ce qu'on va retourner, c'est on va retourner notre image initiale qu'on a été extirpée de la collection d'images. Et on va y ajouter les bandes qu'on vient de créer. Donc, on y rajoute une bande NDVI, on y rajoute la bande optique qui est corrigée, on y rajoute la bande thermale qui est en degrés Celsius, et ensuite, on applique les masques pour la qualité des pixels. Donc, ça, c'est en fait, c'est la première fonction pour, si on veut, processer les images qui sont brutes là, dans Earth Engine. Ensuite, on va avoir besoin d'autres fonctions. Donc, on va avoir besoin d'une fonction pour faire du mosaïquage et pour sortir, en fait, les statistiques. Donc, le mosaïquage, notamment si on retourne ici. Donc, on comprend que pour le NDVI, on va avoir un paquet d'images Landsat. Donc, idéalement, on aimerait faire une belle mosaïque. Et nos statistiques vont nous permettre, en fait, de générer ces graphiques-là. Donc, si on retourne ici. Ici, c'est une fonction qui, en fait, ce qu'on va avoir besoin pour la fonction, c'est de notre période d'études, donc de 2014 à 2021. On va avoir besoin, en fait, de notre feature collection, donc FC, donc pour nos zones d'études. Puis, on va aussi avoir besoin de la région d'intérêt, donc pour le rectangle de Sherbrooke, pour nous permettre là, de délimiter, en fait, les images qu'on a besoin. Et avant de les sortir tout ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va initialiser des dictionnaires. Donc, c'est ces dictionnaires-là, en fait, qui vont nous permettre d'aller chercher nos données plus tard pour générer dans notre tableau de bord. Donc, on a un dictionnaire pour le graphique, en fait. On a un dictionnaire pour notre graphique à bord. Et on a un dictionnaire pour nos images RGB, NDVI et nos imageries thermales. Et ça ici, en fait, bon, peut-être on peut faire une mini parenthèse sur le choix qui a été fait ici d'utiliser des dictionnaires parce que c'est évident qu'on pourrait faire un appel à chaque fois que l'utilisateur clique ici. Donc, admettons, quand je clique sur Thermal, ça serait possible de faire un appel à Google Earth Engine à chaque fois qu'on veut générer une image. Et là, ça dépend vraiment de l'usage de votre tableau de bord. Ici, vu que j'avais quand même des images qui étaient limitées 2014 à 2021, j'avais 3 types d'images. C'était probablement plus efficient de tout stocker dans des dictionnaires et de m'assurer qu'en fait, quand on clique ici, plutôt que de faire un aller-retour avec le serveur de Google Earth Engine et dans le fond, mon tableau de bord, tout est stocké en fait sur mon serveur local. Donc, c'est beaucoup plus, en fait, ça répond beaucoup plus rapidement à l'utilisateur si vous stockez ça de votre côté. Donc, c'est un peu l'équivalent de faire du caching, si vous voulez, là, pour ceux qui connaissent. Donc, de ne pas générer la donnée à chaque fois. Mais ça serait possible, évidemment, si j'avais une zone d'intérêt, si je voulais faire une mosaïque, disons, pour l'Europe au complet, je pourrais visiblement pas stocker ça là, parce que ça serait de la donnée qui est beaucoup trop grosse.
Donc, ça dépend vraiment là, du cas d'usage. Donc, pour ici, je l'ai stocké dans un dictionnaire, mais ça reste que la logique serait la même, que vous le stockez dans un dictionnaire ou que vous fassiez un appel à chaque fois à Google Earth Engine. La logique du tableau de bord resterait la même. Donc, on était rendu, ouais, donc ici. Donc, en fait, ce qu'on va faire avec nos dictionnaires qui sont initialisés, on va aller pour chaque année d'études, on va aller chercher une image qui va correspondre à notre, en fait, une collection d'images qui correspond à notre année d'études. Donc, nos années d'études ici, je les ai générées ici. Donc, ça, c'est une liste, en fait. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec Python, juste mettre ici, ça, c'est ce qu'on appelle une list comprehension qui nous permet, en fait, de générer des listes. Donc, ici, dans une book for, ce que je lui demande, en fait, c'est génère-moi des années entre 2014 et 2022. Quand vous utilisez la fonction inRange en Python, ça exclut toujours le dernier chiffre. Donc, si on roule la cellule ici, ce que ça nous dit, c'est qu'on va avoir une liste de 2014, 2015, 2016 jusqu'à 2021. Donc, une fois qu'on a créé cette liste-là, ce qu'on nous dit ici dans la boucle for pour Year in Study Period, ça veut dire que je sors-moi une année à la fois. Et ce qu'on va faire, c'est que dans notre collection d'images Landsat, on va filtrer par date et on va filtrer par année. Donc, à la première itération de notre boucle, la première année qui va sortir, ça va être 2014. Donc, de mai 2014 à septembre 2014, Google Earth va faire un premier tri. Donc, il va sortir toutes les images Landsat entre cette période-là pour 2014. Ensuite, il va filtrer selon la géométrie de notre, dans le fond, de notre région d'intérêt de Sherbrooke. Okay? Et là, ici, c'est vraiment de bien comprendre qu'est-ce que ça signifie filter bounds. Parce que ça, c'est pas évident. Des fois, quand vous regardez les exemples qui sont quand même assez simples là, sur Internet, c'est vraiment filter bounds, c'est vraiment pour des géométries qui vont être à l'intersection, en fait. Donc, il faut que votre image soit à l'intersection de votre géométrie. Donc, ce que ça veut dire concrètement, j'ai sorti un exemple ici. Là. Donc, si votre région d'intérêt, c'est mon polygone qui est ici, donc quand on fait filter bounds, tout ce que ça veut dire, c'est que ça va sortir toutes les images qui touchent finalement à mon polygone. Donc, ça peut être correct parce que si vous faites un mosaïquage, c'est pas grave parce que vous allez avoir tellement d'images qui vont intersecter votre polygone finalement qu'une fois que vous allez mosaïquer, votre polygone va être rempli au complet. Par contre, si vous voulez, disons, une imagerie thermique, qui est, comme on va le voir, et vous voulez vous assurer que votre image soit contenue dans le polygone, ça va être une autre fonction qu'on va devoir utiliser. OK. Donc, filter bound, c'est vraiment ça. On veut vraiment juste que ça intersecte pour le moment. Donc, c'est un filtre qui est quand même assez grossier. Et ensuite, pour essayer de limiter là, le traitement, on va juste sélectionner les bandes qu'on a besoin. Donc, finalement, ici, c'était les bandes RGB avec le proche infrarouge et la bande thermique, ainsi que les bandes de qualité de pixels. Donc, ça, dans notre dataset, ce qu'on a pour la première itération de la boucle, c'est on a toutes les images en 2014, entre mai et septembre, qui touchent en fait à notre rectangle pour Sherbrooke. Et avec, en fait, tous ces bandes-là. Et c'est ici qu'on va utiliser notre fonction qu'on a créée tantôt, donc de Process Images Landsat 8, qui était ici. Donc, ici. Donc, quand on utilise la fonction .map, ici, vous voyez .map, ça, c'est une façon, en fait, pour itérer à travers notre collection d'images. Et ça, c'est une fonction qui est vraiment propre à Google Earth Engine parce que, idéalement, en Python, on essaie d'éviter les loop for parce que c'est vraiment pas efficient au niveau là, de la puissance de calcul. En général, quand on est capable de faire ça, on fait ça. Donc, pour Google Earth Engine, ils ont optimisé en fait le processus d'itération à travers les images grâce à Map. Et en général, pour Map, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre collection d'images ici. Donc, on a une collection d'images qu'on a déjà préfiltrée. Et on y indique itère en utilisant le point map, itère à travers chaque image que tu as trouvée et applique-y la fonction qu'on a créée. Donc, on peut créer n'importe quel type de fonction. Ça, c'est vraiment au choix. Et c'est pour ça qu'ici, dans notre fonction, ce qu'on dit, le seul paramètre qu'on prend, c'est l'image. Donc, c'est l'image qui nous est retournée par la fonction .map.
Et c'est là que chaque image, on va y ajouter une bande NDVI, une bande optique, une bande thermale, et on va masquer aussi les pixels là, avec les nuages. Donc, essentiellement, c'est ce qu'on fait ici. Et peut-être justement un avis, si vous travaillez beaucoup avec Google Earth Engine, ça se peut que vous ayez à ressortir des informations en fait avec le point .getInfo. OK? Et ça ne fonctionnera pas si vous utilisez point .map. Et la raison pour laquelle, c'est que point .getInfo, comme je dis, ça sort des... en fait, c'est pour nous permettre de sortir des objets en Python pur d'un objet Google Earth Engine, mais on ne peut pas mélanger ça avec un point .map. Donc, par exemple, si ici, dans ma fonction, j'avais voulu ressortir, c'était quoi la valeur de, justement, de la bande ici pour la bande 3, c'est quoi la valeur de multiplication pour la réflectance, puis j'avais fait image.get.getInfo, j'aurais eu une erreur parce que je mélange finalement une fonction qui est Python pur avec une fonction Google Earth Engine. Donc ça, c'est un des problèmes que j'ai eu, puis honnêtement, ça m'a pris vraiment longtemps avant de figurer que c'était ça le problème. Donc, faites vraiment attention. Mais une fois qu'on comprend bien ces principes-là, je veux dire, ça va vraiment bien travailler avec Google Earth Engine. Une chance que ça existe, en fait. Là. Ça sauve vraiment beaucoup de temps, mais des fois, on peut tomber sur des petits bugs comme ça là, c'est ça qu'on peut se gratter un petit peu la tête longtemps. Donc, si vous avez à faire ça parce que vous avez besoin absolument de cette information-là, à ce moment-là, vous n'avez vraiment pas le choix d'utiliser une book 4 en Python traditionnel. Donc, ce que vous feriez, c'est que vous prendriez, en fait, vous itéreriez à travers vos images avec une book 4 et vous mettriez ça dans une liste et vous feriez une book 4 pour passer à travers votre liste puis ressortir les images une à une. C'est vraiment pas au niveau de la performance, c'est vraiment pas bon, mais des fois, on n'a vraiment pas le choix. Là. Ça dépend vraiment du type de traitement que vous avez à faire. Donc, ici, on n'avait pas besoin d'utiliser la fonction .getInfo. Donc, ça nous permet en fait d'utiliser les fonctions optimisées pour Google Earth Engine. Donc, ça allait beaucoup plus rapidement comme ça. Et une fois qu'on a en fait nos images qui sont, qui sont processées, on peut commencer à extraire en fait les données qu'on a besoin. Donc, on peut faire un mosaïquage pour les données RGB. Google Earth Engine, pour les données RGB, il suggère d'utiliser en fait une fonction qui est point médian. Donc, en fait, on prend la médiane de la valeur des pixels qui sont dans nos images et ça nous retourne en fait notre mosaïque pour l'image RGB. Et ce qu'on fait, c'est qu'ici, on va le stocker dans un dictionnaire. Donc, ici, la clé de notre dictionnaire, ça va être l'année qu'on a, qui est dans notre boucle. Donc, ici, je vous donne un aperçu. Donc, dans la première boucle, ce qu'on va avoir, c'est, on va avoir, pour 2014, ça va être la clé, on va avoir notre image, en fait, notre mosaïque en RGB pour 2014. Quand on va faire la deuxième itération de notre boucle, ça va être 2015, on va avoir notre image pour 2015, etc. Et comme vous allez voir plus tard, en fait, on va juste utiliser ces clés-là pour aller chercher l'information et la faire remonter dans notre tableau de bord. Pour ce qui est du mosaïquage du NDVI, donc il y a une fonction qui est vraiment intéressante qui s'appelle Quality Mosaic de Google Earth Engine. Et ce que ça permet, en fait, c'est de ressortir le pixel qui est avec la plus haute valeur. Donc, pour un NDVI, ça peut avoir beaucoup de sens de faire ça parce que vu qu'on... En fait, notre NDVI risque d'être maximal quand la période de croissance des végétaux va être à son maximum. Donc, si on fait le médian, en fait, on pourrait avoir des valeurs de NDVI qui sont faussées parce qu'on se rappelle qu'on a masqué, en fait, les nuages. Donc, si on a masqué les nuages, puis on avait beaucoup de nuages à la période où le NDVI était très élevé, ça se pourrait qu'en fait, on ait beaucoup plus de valeurs de NDVI aux extrémités, mettons en mai puis en septembre, parce que le NDVI est moins élevé. Donc, ça pourrait influencer, en fait, en utilisant la médiane pour faire notre mosaïque. Alors que si on utilise la quality mosaïque, ça va vraiment nous sortir la plus haute valeur de pixels. Donc, ça, c'est intéressant pour ça, mais il faut quand même se garder en tête, surtout pour de l'imagerie Landsat, où on a un temps de revisite là, pour Landsat 8 aux 16 jours. Ça se peut, c'est pour ça que vous allez voir dans le tableau de bord, si vous regardez un peu les indicateurs, là, des fois, le NDVI, il est peut-être, le NDVI annuel, il y a peut-être des années qu'on a sous-estimé le NDVI. Donc, ça peut donner peut-être pas une bonne idée de l'évolution, mais bon, donc juste d'être conscient de ces petits éléments-là. En fait, ce qu'il faudrait faire, si on voulait faire vraiment un travail plus rigoureux, on aurait pu prendre aussi des imageries Landsat 7
qui permettrait un temps de révision plus rapide. Puis on pourrait aussi regarder avec d'autres imageries, donc Sentinel. Ben, évidemment, si vous êtes 2014, Sentinel n'était pas là, mais il y a d'autres satellites qu'on pourrait utiliser pour des plus vieilles données. Et si vous avez des données récentes, ben, 2018-2019, on aurait pu utiliser Sentinel. Et donc, en fait, une fois qu'on a notre mosaïque pour notre NDVI, donc on peut le mettre encore ici dans notre dictionnaire avec l'année. Donc, ça ici, c'est un dictionnaire pour les images NDVI. Et on va terminer avec la bande thermale. Donc, ici, ce que je vais faire pour la bande thermale, c'est vraiment d'utiliser un filtre supplémentaire qui est le filtre Contains. Et l'objectif de ce filtre-là, c'est vraiment pour contourner le problème que je vous ai montré tantôt. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir une image là, qui intersecte, mais qui n'est pas contenue dans la région d'intérêt. Et la raison pour laquelle, en fait, une imagerie thermale, on ne voudrait pas faire un mosaïquage, c'est que pour l'imagerie thermale, c'est vraiment très, très dépendant de la température ambiante. Okay, donc, si on fait un mosaïquage, ça risque de donner des cartes un petit peu bizarres. En ce sens que si on a des données, disons, si c'est une température ambiante à 20 degrés Celsius, on ne va pas avoir en fait, des phases d'eau de chaleur, alors que s'il fait 30 degrés Celsius de température atmosphérique, il va y avoir des grosses différences de chaleur. Donc, c'est pour ça que c'est toujours bon d'analyser finalement nos images thermiques pour une date et non des mosaïques. Donc, c'est pour ça que ici, ce que je voulais avoir, c'était vraiment l'image totale. Et pour ce filtre-là, le filtre Contains, il faut toujours que ce soit le dernier filtre que vous appliquez. Donc, il faut toujours appliquer au moins le filter bounds pour commencer, parce que ça demande une puissance de calcul vraiment incroyable, parce qu'il faut vraiment qu'il s'assure que finalement toute la géométrie, que les deux géométries soient une à l'intérieur de l'autre. Donc, c'est très, très long. Donc, il faut vraiment essayer d'épurer au maximum là, notre jeu de données avant d'appliquer ce filtre-là. Et la géométrie, ce que ça nous dit ici, c'est qu'on prend la point géo, en fait, c'est pour aller retirer la géométrie de notre image et on la compare à la géométrie de notre région d'intérêt. Donc, puis une fois que ça c'est fait, on risque d'avoir beaucoup moins d'images qu'on avait initialement. On peut les classer par couverture nuageuse et on prend en fait la première parce que c'est classé de la plus faible couverture à la plus forte couverture nuageuse. Donc, pour ne pas avoir trop de nuages, on prend la première sur le dessus pour cette année-là. Et c'est ce qu'on va retourner dans notre dictionnaire pour l'imagerie thermique. Donc, ça, c'est la façon de générer en fait nos images. Et c'est là que quand je disais que je ne respecte pas vraiment les grands principes de Python, en théorie, on n'est pas censé d'avoir des fonctions là, qui sont aussi massives que ça, mais vu que j'ai déjà mes images, donc j'en profite pour faire ce qu'on appelle les reducers. Donc, un reducer dans Google Earth Engine, c'est l'équivalent de si vous faites zonal statistique ou zonal histogram dans QGIS. Donc, ça nous permet d'aller extraire de la donnée de nos images matricielles. Et on peut les combiner, en fait. Donc, il n'y a pas vraiment de limite. Vous pouvez prendre la moyenne, en fait, des pixels. On peut prendre, dans le fond, l'écart type dans notre image de nos pixels. Et on peut aussi faire, en fait, un histogramme. Donc, on peut créer des histogrammes. Ici, je vais demander d'avoir 10 classes d'histogrammes pour les valeurs d'NDVI entre 0 et 1. Puis chaque classe, en fait, c'est entre 0, 0.1, 0.1, 0.2, etc. Et le share input ici, c'est tout simplement pour dire qu'on veut retourner, en fait, la donnée on ne veut pas retourner les statistiques de façon séparée. Là. On veut les retourner tous dans le même objet. Et une fois qu'on a déterminé, en fait, les reducers qu'on veut utiliser, on les passe dans une fonction qui s'appelle reduce regions. Donc, dans cette fonction-là, en fait, ce qu'on doit faire, premièrement, c'est qu'on doit sélectionner la bande sur laquelle on veut avoir nos statistiques. Donc, ici, on voulait la bande NDVI. Et dans notre collection ici, c'est en fait, on veut les polygones qu'on avait définis dans notre feature collection de toutes nos zones qu'on avait déterminées. Donc, dans le fond, nos 4 zones qu'on avait déterminées. Donc, c'est pour ça qu'initialement, je les ai mis dans un feature collection pour pouvoir les passer ici dans cette fonction-là. Le reducer, en fait, c'est qu'on veut leur passer, c'est toutes les reducers ici qu'on a énoncés ici.
L'échelle, en fait, vu qu'on était déjà à une échelle de 30 mètres, on garde 30 mètres, qui est finalement la résolution de Landsat, mais c'est possible, là, des fois, si tu as des grandes régions, de mettre une échelle peut-être un peu plus grossière pour accélérer le temps de calcul. Et on a ici peut-être un élément aussi qui pose souvent problème, là. Il faut idéalement, ben pas idéalement, mais pour faire ce genre de statistiques-là, ça prend en fait une échelle qui va être métrique et non en degrés pour pouvoir sortir les statistiques. Donc, on sait que le CRS 4326, lui, on est en degrés, alors que le 3857, on est en mètres. Et ce qui peut être un peu mélangeant, c'est qu'on pourrait se dire, ah, OK, parfait, donc je sais que je dois justement utiliser des reducers, donc je vais alimenter toutes mes couches déjà dans la bonne projection, le 3857. Mais pour une raison que j'ignore, souvent ça fait des bugs. Donc, ce que je vous inviterai à faire, c'est que mettez toujours dans le fond, toutes vos données, mettez-les toujours en 4326. Et si vous avez à faire, en fait, des statistiques, vous avez à faire des manipulations ou calculer des distances ou quoi que ce soit, faites la transformation quand vous appelez, en fait, ces fonctions-là. Et faites pas vos transformations d'avance parce que des fois, ça peut être problématique, là, autant au niveau de l'affichage que pour certaines analyses. Donc, ici, on a nos statistiques. Et une fois qu'on a retourné nos statistiques, donc dans Stats NDVI, on doit aller chercher finalement les données qui nous ont été retournées par Google Earth Engine. Et c'est là qu'en fait, on doit utiliser la fameuse fonction .getInfo parce que ici, on a un objet Google Earth Engine. Donc, on ne peut pas les manipuler, disons, dans Matplotlib ou dans peu importe dans quelle librairie Python vous voudriez les manipuler, vous ne pouvez pas. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit les retourner, en fait. Donc, on demande à notre objet Google Earth Engine. Ça, c'est une fonction de Google Earth Engine, Aggregate Array. Donc, on prend toutes les données puis on les met dans une liste. Pour tous ceux qui ont la propriété non. Donc, en fait, la propriété non, si on se rappelle, c'était ici qu'on avait défini un peu plus haut. Donc, ici, quand j'ai défini name dans mes polygones, okay, donc en mettant Ascot Corner, centre-ville, etc. Donc, c'est ce qu'on veut aller chercher en premier dans notre Reduce Region parce que chaque feature collection, en fait, a gardé cette information-là. Donc, nous, on a passé à notre reducer ces 4 polygones-là. Et lui, il y a par polygone, en fait, qui a été chercher les statistiques. Et ce qu'on lui dit, c'est OK, donc on refait remonter l'information justement par polygone. Donc, le nom, c'est la façon d'identifier chacun de nos polygones. Ensuite, on leur fait ressortir les statistiques qui nous ont sorties. Donc, en fait, on a demandé 3 reducers. Donc, on avait la moyenne, les quarts types et l'histogramme. Donc, ce qu'on sait ici, en fait, il s'appelle comme ça. Si vous voulez avoir le nom de votre reducer, vous pouvez aller regarder dans la documentation de Google Earth Engine. Il va vous expliquer, en fait, qu'est-ce que vous devez mettre ici pour retourner la bonne information. Et on met ça dans des listes en Python classique qui va nous permettre de pouvoir les traiter par la suite. Et dernier petit bout dans cette fonction qui est vraiment massive, les autres fonctions vont être moins substantielles que celle-là. Ce qu'on veut, en fait, c'est qu'on veut mettre toute cette information-là et on veut les stocker dans les dictionnaires appropriés pour que ça soit plus facile à manipuler par la suite. Donc, ici, les dictionnaires qu'on a initialisés, donc notamment pour notre plot et notre barre graphique. En fait, on fait, ça, c'est des dictionnaires je ne sais pas si je l'avais mentionné, mais en fait, la raison pour laquelle on utilise le default dict, c'est que si on utilise un dictionnaire standard en Python et qu'il n'y a pas de clé, ça nous retourne une erreur. Donc, une des façons de contourner le problème, c'est d'utiliser un dictionnaire par défaut qui, lui, nous permet en fait de créer des clés on the fly, si vous voulez, et de les actualiser, en fait. Donc, ça nous permet, en fait, ça évite de coder plus qu'avec un dictionnaire traditionnel. Et ce qu'on veut qu'ils, en fait, mettent dans notre dictionnaire par année, parce qu'en fait, si on se rappelle, dans notre tableau de bord ici, c'est vraiment les années là, qui nous permettent de filtrer finalement l'information. Donc, comme vous pouvez voir ici pour notre histogramme, l'année change, les couches changent. Donc, la première clé, en fait, qu'on veut avoir dans notre dictionnaire, ça va être l'année pour nous permettre d'aller chercher la bonne année. Qui est ici. Donc, on met l'année de nos données. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre le nom de la liste.
Le nom de la liste. On va mettre le nom de notre région, qui va être la deuxième clé pour aller chercher. Et on va mettre les statistiques. Donc, en fait, ici, on avait la moyenne du NDVI avec notre écart type. Et pour en fait, le graphique pour les barres, en fait, on a le nombre de notre polygone avec finalement notre histogramme. Et si vous demandez c'est quoi le X ici, en fait, ce qu'on a fait dans la boucle ici pour itérer, c'est vraiment que quand vous voyez len ici pour une liste, c'est que ça nous retourne la longueur de la liste. Donc, ce qu'on disait, c'est un peu une façon de sortir l'index finalement de notre liste. On aurait aussi pu utiliser enumerate. Mais bon, pour là, ici, j'ai juste fait une boucle, une boucle for standard. Et ici, ce que ça nous dit, c'est que pour chaque boucle, on va changer d'index. Donc, le premier index, qui est l'index 0, c'est notre premier polygone, donc qui était à Scott Corner. Quand on passe au deuxième index, je ne me rappelle plus dans l'ordre, mais je pense que c'était le centre-ville. Donc, c'est ce qui nous permet, en fait, là, de stocker la bonne information. Et une fois qu'on a tous ces 5 dictionnaires-là qui vont nous permettre d'alimenter notre tableau de bord, on retourne l'information ici. Et c'est ce qu'on a, et on stocke en fait l'information dans ces variables ici dans notre programme. Donc, on voit qu'on a appelé la fonction que je viens de vous passer. On y passe les paramètres de nos années d'études, de c'est quoi nos polygones en fait qu'on veut analyser et de la région d'intérêt. Et ça nous retourne ces 5 variables-là qu'on va pouvoir réutiliser par la suite pour alimenter notre tableau de bord. Donc ça ferait le tour. Je sais que j'ai quand même passé assez vite. Il y avait beaucoup de choses qui recoupent aussi ce qui avait été vu à l'automne. Je prendrais peut-être une mini-pause pour prendre des questions s'il y a des gens qui ont besoin d'éclaircissement sur comment utiliser les fonctions justement de Google Earth Engine. Je ne sais pas si c'était tout maîtrisé par tout le monde, tous ces éléments-là. Donc, pas de questionnement, on peut poursuivre. Donc, c'est bon. Donc, une fois qu'on a toutes nos informations, c'est le temps d'utiliser, en fait, GMAP. OK? Donc, la première chose qu'on va faire, c'est de définir, en fait, un style pour chacun de nos polygones. Donc, ça ici, encore là, on doit les passer dans un dictionnaire, qui est un dictionnaire Python. Donc, si vous voyez, on a le nom, en fait, qui correspond aux clés pour qu'on puisse les associer à nos polygones. Donc, on retrouve ici à Scott Corner, Centre-Ville, Plateau Saint-Joseph, Bois-Beckett. Et on a nos paramètres RGB, en fait, pour mettre nos couleurs. Ça, output ici, dans le dictionnaire, vous allez voir tantôt, c'est pour être en mesure de placer nos widgets aux bons endroits. Et on leur passe en fait des couleurs en hexadécimal parce que ça dépend. Là, vu qu'on va travailler avec Matplotlib, des fois on travaille avec GMAP et autres. Des fois, il faut passer des couleurs en RGB, des fois, il faut les passer en couleur, dans le fond, en couleur X. Donc, c'est pour ça que j'ai stocké les deux types de couleurs. On a le type de ligne, donc on voulait des lignes pointillées. Donc, on a mis un caractère, dans le fond, une épaisseur de 5 pour que ça ressorte bien. Puis, on a retiré la couleur, en fait, pour qu'on puisse voir à travers les polygones. Donc, ça, c'est le dictionnaire, en fait, qu'on initialise. Par contre, ça, c'est un dictionnaire Python. Et pour pouvoir utiliser les fonctions de Google Earth Engine, encore là, ça prend un dictionnaire qui est Google Earth. Donc, on va transformer notre dictionnaire. En fait, tout ce qu'on fait ici, c'est de dire, prends ce dictionnaire-là, puis transforme-le en objet Earth Engine pour pouvoir l'utiliser dans une fonction Earth Engine par la suite. Et donc, ici, c'est là qu'on met notre petite définition. Donc, encore ici, on voit qu'on utilise la fonction map. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va itérer à travers chacun de nos features dans notre feature collection, donc dans nos 4 polygones d'intérêt. Et on lui dit, en fait, applique la fonction stillFeatures. Donc, notre fonction ici, stillFeatures, ce que ça nous dit, c'est prends chaque feature dans ton feature collection. Donc, un peu le même principe que le image collection, où quand on fait .map, c'est qu'on itère à travers chaque feature. Donc, ici, on prend chaque feature et on lui dit, tu vas mettre en fait, le paramètre style. Je veux que ce soit le feature, en fait, qu'on a défini ici, en fonction du nom du polygone.
OK. Donc ici, ce que ça nous dit, vu qu'on a le polygone ici dans notre dictionnaire, c'est Ascot Corner. Donc ici, ce que ça nous dit, c'est que le dictionnaire, la clé en fait dans notre dictionnaire Ascot Corner va être associée à notre polygone qui est Ascot Corner. Donc c'est important en fait que vous nommiez de la même façon votre style de dictionnaire et les noms de votre polygone. Sinon, évidemment, la fonction ne pourra pas faire l'association. Et une fois que vous avez mis en fait ces caractéristiques-là dans chaque feature, là, il faut juste l'appliquer. Donc, ce que vous allez dire, on va encore une fois utiliser une fonction de Google Earth Engine qui est style, et on va juste dire, ben, je veux que le style de chaque feature soit ce qu'on a défini ici. Donc, que notre style corresponde à notre dictionnaire. Donc, c'est beaucoup de petites manipulations, de petites étapes pour personnaliser finalement nos données dans GMAP. Mais c'est ça. Donc, par la suite, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit créer des fonctions pour ajouter des couches. Et ça, c'est un des éléments peut-être de GMAP, c'est que quand on ajoute des couches, vous allez voir par la suite, là, on va aussi souvent en enlever parce que c'est difficile de contrôler en fait le niveau à laquelle on rajoute une couche. Donc, par exemple, ici, comme vous pouvez voir, là, je rajoute 2 fois des couches. C'est que si je fais juste rajouter une couche qui est ma donnée matricielle, finalement, RGB, et que je me préoccupe pas de ma couche avec mes polygones, ce qui va arriver, c'est que ma donnée matricielle va se mettre par-dessus ma couche de polygones, puis on verra plus ma couche de polygones. Donc, je sais qu'avec LeafMap, notamment, il y a façon là, de contrôler ça, mais ça demande quand même un peu plus de programmation. Donc, ici, je ne me suis pas cassé la tête. Ce qu'on fait, c'est que, comme vous allez voir dans les fonctions plus loin, là, je fais juste tout effacer le tableau de bord, puis je recrée en fait en fonction des paramètres qui sont utilisés par l'utilisateur. Donc, encore là, ça dépend des tableaux de bord. Des fois, c'est plus efficace de faire ça, mais c'est sûr que si vous avez un paquet de paramètres, des fois, c'est peut-être mieux d'y aller de façon plus chirurgicale, là. Donc, ici, je vais vraiment été au plus simple. Donc, dans nos fonctions, pour ajouter des couches, pour le RGB, on prend l'année. Donc, on veut savoir quelle année on doit aller chercher notre couche. On prend notre image qu'on a stockée là, dans notre dictionnaire plus tôt. On prend aussi notre couche avec nos feature collection parce que, comme je vous dis, on veut les rajouter à chaque fois par-dessus notre couche matricielle. Donc, on n'a pas le choix de les intégrer à notre fonction. Et on prend aussi notre zone d'intérêt parce que ce qu'on va faire, c'est que les images qu'on a tantôt, ils n'avaient pas été clippées. Donc, en fait, on a des images qui pourraient dépasser en fait de notre cadre, de notre région d'intérêt. Donc, en appliquant un clip à notre image, ça nous permet d'avoir des images qui sont toujours propres, qui sont à l'intérieur du rectangle. Et pour les paramètres de visualisation, quand on rajoute des couches avec GMAP, ou en fait, c'est le même principe là, avec Google Earth Engine, il faut leur rajouter des bandes en fonction du type de satellite qu'on utilise et aussi en fonction du type de couche qu'on rajoute. Donc, pour ce qui est des bandes RGB pour Landsat 8, si on retourne au catalogue tantôt que je vous ai montré, si on va dans la description, souvent, vous allez voir, là, ils vont vous suggérer des paramètres de visualisation. Donc, les paramètres min-max pour les données de pixels, en fait, là, ça va vous permettre d'avoir un peu En fait, ça va mettre l'histogramme, en fait, de votre image au bon niveau pour que votre image ressorte bien. Donc, en général, vous pouvez vous fier aux paramètres par défaut là, qui sont suggérés dans Google Earth. Mais il n'y a rien qui vous empêche là, de les manipuler un peu là, si vous voulez avoir un histogramme qui est différent. Donc, en fait, pour ce qui est des paramètres RGB, c'est quand même assez. Enfin, il n'y a quand même pas beaucoup d'éléments à ajouter. Par contre, pour ce qui est des couches thermiques et des couches NDVI, il y a quand même un petit peu plus de travail à faire. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher une palette de couleurs pour pouvoir, si on se rappelle ici, si on prend notre couche thermique. Donc ici, cette couleur-là, c'est vraiment pas par défaut, c'est nous qu'on doit l'ajouter. Et comme vous pouvez voir ici, il y a une légende avec la barre de couleurs. Donc tout ça, c'est nous qui devons faire ça. Donc ce qui est suggéré en général, c'est d'utiliser Color Map.
Ici, donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec Color Map, c'est dans le fond, c'est ce qui est utilisé en général là, par Matplotlib ou beaucoup de librairies de cartographie. Donc, on peut peut-être juste pour donner une petite idée. Donc, vous pouvez venir ici et vous avez en fait ici toutes les couleurs qui sont possibles en fonction, là, si vous voulez savoir comment appeler ou savoir quel genre de couleur vous pourriez appliquer. Là. Donc, ils sont pas mal tous ici. Puis vous avez ici en fait, la clé du dictionnaire finalement pour aller chercher les bonnes couleurs. Et quand vous voyez, comme moi j'ai utilisé ici, le petit R ici, c'est pour reverse. Donc, ça veut dire qu'on veut l'inverse. Donc, ici, la couleur de palette par défaut, c'est rouge, jaune, bleu. Mais comme on veut que les couleurs les plus fraîches soient en bleu, ben, on veut l'inverse. On veut bleu, jaune, rouge. Donc, on choisit notre palette de couleurs ici. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on l'applique à notre bande thermale. Donc, ici, on va choisir pour la bande thermale, vu qu'on se rappelle que c'était des données en degrés Celsius qu'on a générées. Donc, en général, pour une période d'été, on peut assumer que le minimum va être autour de 20 puis le maximum va être autour de 50. Encore là, vous pouvez jouer avec ces paramètres-là pour faire ressortir les éléments que vous préférez. Et on va y appliquer la palette qui provient en fait de Color Map. On va ajouter en fait cette couche-là. Donc encore là, on prend notre raster, on va le clipper. Parce que en fait, évidemment, l'imagerie qui en ressort va dépasser de notre cadre. On y applique la palette thermale qu'on a définie ici. Et ça ici, ouais, on va nommer en fait notre couche là, en fonction de l'année à laquelle elle a été générée pour s'aider à se retrouver quand on va sélectionner nos couches. On rajoute par-dessus notre couche, encore là, de nos polygones pour que ça s'affiche par-dessus. Et on va rajouter, en fait, ici, ce qu'on appelle une color bar, qui est une fonction de Gmap qui nous permet, en fait, d'utiliser la même palette de couleurs qu'on a utilisée. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils font le calcul pour nous. Donc, on lui dit juste c'est quoi le minimum, c'est quoi le maximum. Et ça va nous permettre d'avoir une palette de couleurs qui va correspondre parfaitement, en fait, avec notre raster. Donc, ça, c'est intéressant. Parce que sinon, si vous voyez des exemples, si vous voyez il y a beaucoup d'exemples dans Google Earth Engine, quand ils veulent faire ressortir des NDVI, c'est sûr que vous pouvez les copier-coller de ce qu'ils suggèrent. Mais souvent, il y a énormément de couleurs pour faire des dégradés. Donc, quand il faut rentrer ça à la main, c'est tout un travail. Fait que si on est capable d'utiliser des palettes qui sont déjà toutes faites puis qui nous étirent, en fait, avec les bonnes valeurs de couleurs pour nous, ça fait gagner énormément de temps. Et on peut y ajouter, en fait, une étiquette pour dire qu'est-ce que ça représente. Et on choisit la position dans Gmap. Donc, pour nous, ça avait plus de sens de le mettre en bas à gauche, vu que c'était une longue barre de couleurs, mais ça serait possible de le mettre en haut, ou peu importe où ce que vous vouliez le mettre. Et pour le NDVI, en fait, c'est le même principe. Donc, encore là, on choisit une palette de couleurs. Il y a une palette de couleurs, en fait, qui est déjà là pour le NDVI. Donc, vous n'avez pas à en sélectionner une particulière. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que ici, il a fallu que je fasse une petite conversion là, de Color Map à Gmap. Alors que pour le NDVI, cette conversion-là se fait automatiquement. Donc, c'est pour ça qu'ici, il y a une étape de plus que je n'ai pas eu à faire pour le NDVI. Probablement parce que le NDVI, c'est tellement commun qu'ils ont programmé cette fonction-là, mais pour toutes les couleurs de Gmap, ça, c'est pas disponible. J'en ai essayé plusieurs, puis il y a vraiment juste le NDVI qui fonctionnait ici là, pour appliquer directement cette palette-là quand on a ajouté en fait notre barre de couleurs. Et sinon, ben, encore là, même principe, on choisit notre couleur. Ici, un NDVI, évidemment, le minimum, maximum qu'on veut, c'est entre 0 et 1. Et même principe. Donc, on sélectionne, on veut notre bande NDVI. On y applique un clip pour pouvoir être à l'intérieur de notre région d'intérêt. On met notre couleur, puis on peut nommer notre couche. Donc, ça, c'est ce qui nous permet, en fait, c'est nos fonctions qui nous permettent d'ajouter nos couches. Donc, c'est ces fonctions-là qui vont être appelées finalement quand on va changer les menus déroulants. Ici, comment on fait pour créer justement nos graphiques? Donc, comme je dis, j'ai utilisé Matplotlib
Donc, si vous êtes familier avec ça, vous allez être quand même assez familier avec ces fonctions-là. Mais comme je disais, il en existe d'autres librairies. Là. Moi, j'utilise tout le temps celle-là, mais il en existe vraiment plusieurs autres. Des fois, il y en a peut-être aussi qui sont un peu plus simples, mais qui ont un peu moins de flexibilité. Donc, vous pourrez explorer à ce niveau-là. Essentiellement, ce qu'on veut, en fait, pour notre graphique ici, si on prend le graphique standard, donc, comme on peut voir, en fait, en X, on a nos années. En Y, on a nos valeurs de NDVI. Ici, ça, c'est la valeur, en fait, de notre pixel le plus élevé qu'on a eu en faisant notre quality mosaïque, en fait. Et on a ici la barre, en fait, de l'écart type pour voir c'est quoi les pixels dans notre région qui sont... c'est quoi la variation de nos valeurs, finalement. Donc, comme on peut voir pour le bois Beckett, là, qui est situé ici, si on prend le RGB, comme vous voyez, c'est pas mal juste du bois, donc la variation des valeurs des pixels n'est pas très élevée. Tandis que si on prend Ascot Corner, qui est situé ici, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de cadres bâtis, mais il y a quand même aussi de la végétation, donc c'est pour ça qu'on a un écart type qui est plus grand. Donc ça, c'est un peu la réalité qu'on veut faire émerger avec ces graphiques-là. Donc comment on les bâtit? Donc on va prendre en fait nos valeurs de X, c'est nos années. Donc, en fait, on se rappelle que dans notre dictionnaire, notre clé, c'était l'année. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est de mettre dans une liste, prends les clés de nos dictionnaires qui étaient nos années de 2014 à 2021. Et en valeur de Y, donc, on va itérer, en fait, dans nos dictionnaires pour aller chercher les valeurs, en fait, de Y, qui est notre valeur d'NDVI. Et à notre deuxième index, c'était notre écart type. Donc, deuxième index, on veut l'écart type. Donc, on va en fait, générer ces listes-là avec les valeurs de X, de Y et de notre écart type. Et ça ici, c'est la fonction, en fait, qui est un peu... c'est en fait qui n'est pas du Matplotlib habituellement. Là. Ça, c'est vraiment pour retirer, en fait, les graphiques qui sont déjà générés dans nos widgets. Donc, à chaque fois que vous voyez Output, là, ça, je vais vous le montrer à la fin quand on va placer nos widgets. Le Output, c'est vraiment l'endroit où on peut aller placer nos graphiques. Donc, ce qu'on dit ici, c'est va clear tous nos outputs et par la suite, avec nos outputs, génère en fait un titre avec valeur de NVI pour. Donc, ça va dépendre de où est-ce qu'on est dans notre dictionnaire. Donc, vu qu'on avait dans notre dictionnaire, quand on itère à travers notre dictionnaire, on se rappelle, Ascot Corner, Centreville, etc. Donc, ça ici, le titre va se générer de façon dynamique avec ce qu'on appelle les f-strings en Python, donc qui nous permet de mettre des variables justement dynamiques dans un texte. Dans la valeur de X, ça ne bougera pas, ça va être toujours des années. Et dans la valeur de Y, on prend notre valeur d'NDVI, dans le fond, avec l'écart type. Ici, j'ai mis une limite à notre échelle de Y parce que, en fait, sinon, Matplotlib, il génère des limites d'axes qui sont en fonction des paramètres qu'on y passe. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile de, comme on voit ici, là, techniquement, pour le centre-ville, si on ne met pas ce paramètre-là, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir notre valeur maximale qui va être à peut-être 0.3. Donc, après ça va être plus difficile de comparer notre valeur du centre-ville, mettons, avec le bois Beckett, parce que les graphiques vont être vraiment... ils n'auront pas la même échelle, finalement. Donc, ça, c'est juste pour s'assurer d'avoir une échelle commune. Et, non, ça, c'est pour l'Instagram. Et ensuite, ben, on fait juste rajouter notre barre d'erreur, qui est encore ça, quand vous voyez PLT, c'est pour la fonction pour Pyplot, donc Matplotlib. Et on y passe nos valeurs de X, nos valeurs de Y, notre écart type. Et pour la couleur ici, et c'est là aussi que c'est un peu... c'est pour ça que c'est quand on travaille avec de multiples librairies, là, ça peut être des fois un peu complexe parce qu'il faut savoir que Matplotlib, eux, ils ne prennent pas des couleurs RGB entre 0 et 255. Eux, ils prennent des couleurs entre 0 et 1. Donc, la façon, en fait, de transformer nos couleurs, c'est vraiment juste de les diviser par 255. Donc, c'est pour ça qu'il faut utiliser là, des list comprehension dans nos couleurs RGB standards. Donc, ce que ça nous dit ici, notre liste, c'est juste prendre chaque couleur de mon RGB, puis divise-les par 255. Donc, c'est un peu pour les normaliser, finalement, en 0 et 1.
Et c'est ce qui va nous permettre là, de conserver nos couleurs puis de les accorder avec ce qu'on avait dans notre carte. Et ensuite, ça aussi, ça dépend vraiment. Là, pour ici, dans le Google Colab, il fallait faire plt.show, mais vous allez voir que parfois, dans certaines interfaces, c'est d'autres en fait, c'est d'autres fonctions qu'il faut appeler parce qu'habituellement, plt.show, c'est vraiment pour montrer en fait, votre graphique dans votre éditeur de texte là, ou votre environnement de développement. C'est rare qu'en web, il faut le faire, mais bon, bref, pour le Google Colab, c'est ce qu'il fallait appeler pour que ça apparaisse dans le dashboard. Donc, ça, vous regarderez là, en fonction de vos environnements. Et pour, en fait, notre histogramme ici qu'on a généré, c'est un petit peu le même principe, mais en fait, la différence, c'est que les histogrammes se génèrent par année. Donc, en fait, dans notre graphique ici, c'est vraiment les données historiques. Donc, c'est toujours le même graphique qui génère. Tandis que notre histogramme, lui, est dynamique. Il va vraiment être en fonction des années. Donc, si on voit, j'ai pris 2021. Donc, ça s'actualise pour 2021. Et nos valeurs, en fait, de NDVI sont toujours entre 0 et 1. Et ça, c'est la fréquence, en fait, du nombre de pixels qu'on a en fonction des différents endroits. Donc, c'est un petit peu le même principe. Donc, en fait, on veut une liste pour donc, nos bins. Donc, en fait, dans tous nos entre 0, 0.1, c'est une bin, entre 0.1, 0.2, c'est une autre bin, etc. Donc, on a 10 bins. Et on a aussi notre liste de valeurs. Donc, ce qu'on dit encore là, on va itérer à travers les dictionnaires qu'on a fait tantôt. Donc, on veut avoir... Et ça ici, j'ai été obligé d'utiliser la fonction round parce que, pour une raison que j'ignore, les bins étaient... Des fois, j'avais des bins en 0.1, 0.00000 jusqu'à 1. Là. Donc, en fait, il a fallu que je les arrondisse parce que sinon, ça ne fonctionnait pas. Mais ça, c'est une fonction Python standard là, pour arrondir nos données quand on en a. Quand on en a besoin. Puis ce que ça dit ici, c'est juste arrondir finalement ma donnée, puis ajouter juste une décimale. Là. Je ne veux pas avoir 10 zéros après ça. Et pour nos valeurs en fait, dans notre graphique, c'est la même chose. Donc, on va aller prendre nos valeurs d'histogramme qui sont ressorties en fait de notre analyse qu'on a faite dans Google Earth Engine. Donc, ici, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai divisé, j'ai voulu faire un pourcentage finalement. Ouais, je vous ai dit c'était la fréquence, mais en fait, c'est le pourcentage qu'on avait pour ici, chaque élément. Là. Je vais me rappeler. Ici, c'est vraiment le pourcentage des pixels en fonction des. Parce que vu que, évidemment, c'était pas la même superficie. Donc, pour éviter d'avoir des graphiques trop disparates, j'ai mis ça en pourcentage. Donc, on est... Ouais, donc ici. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai calculé un pourcentage pour chaque bin. Donc, ici, ce que ça me dit, c'est que je prends les valeurs totales de pixels et que pour chaque bin, je divise cette valeur-là avec notre somme totale fois 100, donc pour nous donner notre pourcentage. Et ici, c'est exactement le même principe. Donc, on veut en fait retirer tous les diagrammes qui ont été faits et on veut les réinitialiser avec un titre qui va être encore là dynamique. Donc, on met en fonction de quel endroit on est, en quelle année. Et on appelle encore là ici l'histogramme var, c'est point barre pour la fonction de matplotlib. On passe nos valeurs de bin, notre valeur en fait de nos pourcentages. Et même principe pour les couleurs avec matplotlib, on doit encore diviser par 255 pour respecter la librairie. Donc, une fois qu'on a tout fait ça, là, en fait, on a tous les ingrédients en fait, pour faire notre tableau de bord. Là, il faut en fait faire des menus déroulants ou des éléments d'interactivité pour pouvoir aller chercher les informations qu'on vient de calculer. Donc, pour les menus déroulants, on va faire une fonction ici. Donc, ça, ici, j'ai pris des menus déroulants qui est drop-down du module widgets.
Mais il en existe vraiment un paquet d'autres. Là, j'aurais pu prendre plein d'options. Donc, si on va dans la doc ici, si vous utilisez là, ici le petit module widget, vous pouvez avoir des barres à glissement. Je ne sais pas c'est quoi en français, mais bon, vous pouvez avoir des barres. Vous pouvez avoir des barres avec des ranges. Vous pouvez avoir aussi des barres de progression. Vous pouvez avoir des boîtes de texte. Vous pouvez avoir des boutons. Vous pouvez avoir des boîtes pour cocher, des checkbox. Ici, ce qu'on va utiliser, c'est un drop-down. Il faut avoir aussi des boutons radio. Donc, bref, vous pouvez voir, la liste est longue et c'est vraiment pas propre là, à IPyWidget. Là. En général, c'est pas mal tout le temps les options que vous utilisez PyQt5 pour faire des interfaces graphiques en Python ou que vous utilisez, vous soyez en JavaScript, HTML, CSS, ben, peut-être pas CSS, mais JavaScript en général, c'est toujours le même principe qu'il faut avoir. C'est juste que ça va être des librairies qui vont être différentes là, pour les générer. Donc, comment les drop-downs fonctionnent, essentiellement, il faut leur passer en option, il faut savoir c'est quoi les valeurs qu'on veut leur passer. Donc, ici, pour notre drop-down, pour nos années, on voulait avoir évidemment nos années de notre étude. Et la valeur par défaut, j'avais pris 2021. Et on peut leur donner une description, en fait, pour qu'on se retrouve là, plus tard dans le code. Pardon. Je prends une gorgée d'eau. Donc, ensuite, pour le menu déroulant, pour la visualisation, ici, les options qu'on avait, c'était RGB, NDVI, thermal. Donc, il faut passer nos options dans une liste. Et essentiellement, ce que notre menu déroulant fait, c'est qu'il nous met chaque élément de notre liste. On a la valeur par défaut qui était le RGB. Et même chose pour les statistiques, notre liste était soit graphique, histogramme. Et on avait des valeurs, la valeur par défaut, c'était le graphique. Donc, ici, on doit faire dans le fond, une fonction qui va pouvoir surveiller s'il y a des changements ou pas dans les valeurs. Donc ça, je ne sais pas si Étienne va en parler, mais habituellement, c'est ce qu'on appelle des fonctions un peu asynchrones, là, parce que quand vous êtes en programmation web pour faire des tableaux de bord, votre page va s'afficher une première fois. Et en général, ce qu'on veut éviter, c'est que les gens aillent à rafraîchir la page au complet pour changer les données. Donc, si vous êtes familier avec le JavaScript, c'est le principe du Ajax là, qui permet de faire des appels asynchrones. Donc, c'est un peu le même principe ici. Donc, on surveille le changement de valeur, puis on va pouvoir, sans rafraîchir la page au complet, on va pouvoir rafraîchir juste les éléments qu'on veut dans notre tableau de bord. Donc, ce qu'on va faire ici, quand on voit un changement dans un des menus déroulants, on va aller chercher la valeur de chaque menu déroulant. Donc, on va lui dire on se rappelle ici, on a Year Dropdown. Donc, notre menu déroulant pour l'année, cette variable-là, en fait, ce qu'on veut, point value. Donc, on veut aller chercher cette valeur-là. Même chose pour notre visualisation. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va, comme je vous disais, on va retirer les couches au complet et on va retirer aussi la barre de couleur. Puis ça, c'est pour éviter de les empiler les uns sur les autres. Et c'est aussi pour qu'on puisse générer ça dans le bon ordre par la suite, là, pour éviter que notre donnée matricielle cache notre donnée vectorielle. Et c'est là qu'on va vérifier la condition. Donc, si notre paramètre de visualisation est égal à RGB, ce qu'on va lui dire, c'est appelle notre fonction en fait qu'on a créée tantôt, qu'on vient de voir, pour ajouter notre couche RGB. Si par la suite, on a, en fait, si notre visualisation, c'est égal à thermal, donc on va y ajouter la couche thermale. Et si c'est ni RGB ni thermal, on peut en déduire que ça va être notre NDVI. Donc, on veut, en fait, ajouter notre couche à NDVI. Donc, ça, c'était vraiment pour si on change la visualisation. Et si on change nos statistiques, donc en fait, c'est ce qu'on va aller vérifier. Donc, est-ce que notre statistique est égale à graphique? Donc, si c'est le cas, ce qu'on fait, c'est qu'on a vu tantôt pour comment créer justement notre graphique, donc notre fonction createPlugGraph. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va itérer dans le dictionnaire qu'on a créé. Donc, en fait, en itérant dans ce dictionnaire-là, ce que ça va nous permettre de passer, c'est que ça va nous permettre de passer les différentes clés. Donc, les clés, notamment les années. Et on va pouvoir aussi avoir les différentes valeurs qu'on avait pour nos valeurs de NDVI.
Et ici, dans notre output, là, donc c'est que ce qu'on veut aller chercher, comme je vous disais, c'est que le output, c'est une façon d'identifier en fait notre widget. Donc c'est vraiment pour ça là, que ici, là, quand j'ai mis dans mes... si on vient plus haut ici, là, comme vous voyez ici, output 1, output 2, output 3 dans mon dictionnaire, puis output 4, c'est que je savais que j'allais avoir besoin plus tard de ces données-là pour qu'on puisse associer finalement notre graphique avec notre polygone. Donc, le lien se fait ici. Donc, c'est pour ça ici que dans mon graphique, dans ma fonction de graphique, ouais, c'est ici. Donc, c'est pour ça que je veux avoir la valeur de output parce que je veux savoir en fait où je vais le placer dans mon tableau de bord. Et une fois qu'en fait cette fonction-là, donc si c'est graphique, on appelle cette fonction-là, et si c'est autre chose, donc forcément ça va être notre histogramme, on appelle notre fonction pour faire notre graphique à bord. Et finalement, s'il y a un changement au niveau de l'année, ce que ça peut impliquer, en fait, là, on doit aller chercher la valeur dans chaque menu déroulant. On retire en fait encore une fois tous nos couches qui sont sur notre tableau de bord et on les régénère. Donc, si la visualisation est RGB, donc on rajoute RGB. Si la visualisation est thermale, on rajoute le thermal. Et sinon, si c'est autre chose, on rajoute le NDVI. Et en fait, tout ce qu'on veut savoir ici, si on change l'année, c'est est-ce que la visualisation est à histogramme? Pourquoi? Parce que si on change l'année, puis on est à statistique, en fait, on est à graphique. OK? Donc, on comprend que ces graphiques-là n'ont pas besoin d'être actualisés si on fait juste changer l'année, parce que c'est des données historiques. Donc, ça, j'aurais pu vraiment optimiser pour ce tableau de bord-là, là, parce que comme vous avez pu voir, c'est ça, souvent, j'efface tout puis je recommence. C'est peut-être la façon la plus simple, mais comme je vous dis, on peut être plus chirurgical dans notre approche. Donc, ça, c'est une des raisons, ou c'est une des façons, là, en fait, qu'on peut réfléchir. Quand on change un menu déroulant, est-ce que j'ai vraiment besoin de tout changer? Donc, ici, c'est le cas que si on change le menu déroulant puis on est à graphique, on n'a pas à se préoccuper de régénérer des graphiques. Par contre, si on est en histogramme, vu que l'histogramme dépend de l'année, ben ça, on n'a vraiment pas le choix de les régénérer à chaque fois qu'on change le menu déroulant. Donc, c'est un petit peu ça, en fait, la logique qu'on a ici avec le changement pour le menu déroulant. Et tenez bon, en fait, il reste juste une section, c'est la section, justement, comment on met, en fait, ces éléments-là dans un tableau de bord. Donc, l'affichage graphique, finalement. Ça ici, en fait, peut-être mini parenthèse encore une fois, là, ce tableau de bord-là est vraiment pas optimisé au niveau comme je disais, du front-end. Parce qu'en général, si on veut faire des tableaux de bord qui sont vraiment qui vont être faciles à utiliser, il faudrait faire des tableaux de bord qui changent en fonction si on est sur mobile ou si on est sur un ordinateur. Donc, en théorie, on ne devrait pas hard-coder comme ça des valeurs de pixels parce que, évidemment, si vous essayez de regarder mon tableau de bord sur un téléphone portable, ça va être vraiment compliqué. Donc, en général, on peut utiliser Bootstrap ou des librairies comme ça pour que ça soit plus, que ça soit plus malléable. Donc, ici, pour les besoins de la cause, là, on ne rentrera pas dans ces détails-là. J'ai juste utilisé, en fait, des valeurs de pixels qui avaient du sens là, pour un portable. Et c'est ici qu'on a en fait nos widgets, comme je disais. Donc, les widgets qu'on 1, 2, 3, 4, qui sont les endroits en fait pour afficher nos différents graphiques. Ici, on a la grosseur en fait de notre carte qui est ici. Donc, encore là que j'ai mis en valeur de pixels. Et c'est ici qu'on peut appeler la fonction de Gmap qui est vraiment, Gmap, c'est ça, c'est basé sur Leaflet. Donc, si vous êtes habitué avec Leaflet, c'est pas mal les mêmes fonctions, là. Donc, notre carte, c'est gmap.map. Donc, ici, on peut en fait mettre l'endroit où ce qu'on veut que ça centre sur la carte. Puis faites attention parce que Leaflet, en fait, il inverse long-lat. Donc, si vous voyez, enfin, dans nos polygones, là, initialement, OK. Donc, c'est ça. Comme vous pouvez voir, là, la longitude et la latitude est inversée. Donc, juste faire attention parce que souvent, c'est une grosse source d'erreur parce que si vous inversez pas vos coordonnées,
vous allez vous retrouver en Antarctique, puis là, vous allez dire que ça ne fonctionne pas. Donc, ensuite, vous pouvez mettre le zoom. Et ici, Litmode, c'est que Gmap a vraiment beaucoup de fonctions. Ils ont des coffres à outils vraiment exhaustifs, là, où vous pouvez faire quand même pas mal d'analyse. Mais je trouvais que c'était peut-être un peu trop là, pour ce tableau de bord-là. Si vous voulez explorer là, toutes les fonctions alternatives là, que vous pouvez utiliser, notamment, vous pouvez changer le fond de carte. Vous avez des outils là, pour calculer des distances et tout ça. Donc, vous pourrez enlever le lit mode ici, puis vous allez avoir toutes les fonctionnalités, là. Donc, ici, par défaut, on voulait ajouter une couche RGB. Et ici, on crée notre légende. Donc, une légende qui est avec Gmap. Donc, essentiellement, la légende, on utilise la clé qui est le nom de notre polygone avec la couleur qui est associée. Donc, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on a itéré dans notre dictionnaire de style pour aller chercher la valeur RGB qu'on a définie auparavant. Et peut-être petit détail, là, comme vous pouvez voir, c'est vraiment très pâle. Là, ici, légende à Scott Corner. Je n'ai pas été capable de trouver. En fait, j'ai regardé dans le code source, puis il n'y a pas vraiment de paramètres pour changer la grosseur ou de le mettre en gras ou de le mettre en noir, du moins, là, pour la légende. Donc, ça va peut-être être un feature à venir. Mais bon, ça c'est un petit peu pâle. Pour l'instant, on ne peut pas le modifier. Et un peu le même principe que pour le color map. Donc, on peut décider de la position où ce qu'on va le mettre. Puis on y passe en fait justement nos couleurs et le nom qui leur est associé. Ici, c'est justement nos menus déroulants, donc le widget.observe. Donc, c'est pour surveiller le changement en fait. Donc, à chaque fois que le menu déroulant change, ça appelle la fonction que je vous ai montrée tantôt. Donc, si notre menu déroulant pour l'année change ici, en fait, on active ce code-là. Et ça aussi, c'est toujours le même principe. Là, ici, on le montre avec Python, mais si vous êtes en JavaScript avec Ajax ou autre, toujours le même principe. On observe, puis on passe une fonction en fonction de ce qui a été choisi. Et finalement, en fait, on utilise un système de grille qui est un peu apparenté à ce qu'on peut voir avec Bootstrap, notamment. Donc, j'ai passé une grille 20 par 20. Et honnêtement, c'est parce que comme vous pouvez voir ici, en fait, avec les systèmes de grille, c'est toujours on peut associer des coordonnées à nos. Donc, si pour notre menu déroulant, on voulait que ce soit la coordonnée 00, donc pour notre année, donc notre année ici. Pour notre visualisation, on voulait juste l'avoir juste à côté, donc c'est ici. Puis pour les statistiques, on les a tassés à l'index 3, donc c'est ici. Puis pour la grille, en fait, ça, c'est nos Out 1, Out 2, Out 3, Out 4. C'est nos graphiques qu'on génère ici par Polygon. Et du côté gauche de la grille, c'est notre carte. Et s'il y en a qui se demandent pourquoi j'ai pris 20 par 20, là, alors qu'on n'utilise clairement pas toute la distance, c'est vraiment juste parce que si je prenais une grille plus grossière, en fait, les espaces étaient énormes là, entre chacun des widgets. Donc, ça, je dirais que c'est la portion de la programmation web que je déteste, m'assurer que les widgets arrivent égales, puis c'est vraiment énormément de gossage. Donc, puis en plus, j'avais pas une librairie qui était optimisée pour ça, là, donc c'est pour ça que j'ai été. Ça fonctionne, mais c'est ça. Vous allez voir la semaine prochaine comment. Vous avez vu un peu comment programmer le back-end. Vous allez voir la semaine prochaine comment rendre ça plus beau, là. Mais je pense que ça fait 1h30 que. Ça faisait quand même énormément de stock à intégrer. J'ai quand même passé assez rapidement là, pour avoir le temps de tout voir. Mais j'ai quand même essayé de vraiment commenter de façon très extensive le code pour que vous puissiez vraiment prendre le temps de regarder ça à tête reposée. C'est dans des cellules aussi, donc vous pouvez regarder comment les variables se comportent en faisant des prints aussi pour voir un peu qu'est-ce qui est retourné à chaque cellule. Et j'ai aussi mis la documentation, comme je disais, avant chaque cellule là, pour que vous aviez vous sachiez où aller chercher finalement pour mieux comprendre les fonctions que j'ai utilisées. Donc, ouais, ça ferait quand même pas mal le tour pour moi. Donc, je ne sais pas s'il y avait des questions précises pour au niveau, que ce soit Gmap, Google Earth Engine ou des questions plus programmation de tableau de bord. Merci Jean-Nicolas. J'ai pas levé la main, mais j'ai peut-être une question qui pourrait intéresser justement pour la transition la semaine prochaine, là. Est-ce que tu sais si
si on veut développer, par exemple, la composante finale, la grille que tu viens de proposer dans Google Colab avec ces emplacements-là, est-ce qu'il serait possible de créer la composante web? Est-ce qu'il y a une librairie là, qui permet de dire euh, le résultat final, est-ce que je peux l'afficher directement en web en tapant localhost ou bref, est-ce qu'il y a une solution là pour sortir le résultat en web sur un navigateur web? À partir de Google Colab, je pense pas, à ma connaissance. Puis je sais qu'en fait, il y a certaines librairies en Python pour faire plus du front-end, mais souvent ces librairies-là, c'est en fait, ils appellent en fait en arrière du CSS, du HTML, du JavaScript, puis souvent c'est quand même assez limité avec ce qu'on peut faire, là. Donc faire du front-end en Python, je suis pas sûr. Puis pour vraiment mettre ça en localhost, euh, honnêtement, je vois pas comment on pourrait faire. Mais peut-être que ça se fait. Parce que je dis ça parce que la personne qui a développé JMaps, il fait souvent des démonstrations, le professeur Wu, là, sur LinkedIn, là, puis il montre des composantes, le résultat sur le web. Est-ce que tu sais c'est quel outil il utilise ou je sais pas si Ça, c'est une bonne question. J'ai pas regardé les outils, mais c'est sûr que, admettons qu'on prend, justement, si je prends sur mon site Internet, là, je pourrais facilement mettre mon code, puis mettre ça parce que ça, c'est propulsé par Django. Donc, je pourrais facilement mettre mon code, puis l'afficher, afficher ça, mais ouais, de façon cute, là. ok. Mais je sais pas si lui, il part de Google Colab pour faire ça ou s'il part de son propre serveur ou de son propre, je sais pas comment son backend est fait, là. Ok. Ouais, effectivement, si on utilise Django ou d'autres frameworks comme Flask ou Bottle, là, ça serait quelque chose de faisable facilement, là. En tout cas, merci, c'était super intéressant. Je pense que tu es le pharmacien le plus qualifié en Python maintenant, là, je connais. Et que, non, c'est super. Puis pour les autres participants, je pense que c'est quand même intéressant là, de pouvoir se servir de ce gabarit déjà pour pouvoir travailler, aller chercher des informations. Tu l'as fait avec Landsat, mais on pourrait le refaire avec Sentinel, les données optiques au radar, et puis aller chercher toutes les données des datasets de Google Earth Engine, hein. Fait que félicitations là, pour cette présentation. Je vais laisser les autres participantes ou participants poser des questions, s'il y a des questions. Oui, j'ai Charles. Merci Nicolas pour la présentation, c'était vraiment intéressant. J'avais une question, tout le travail que tu as fait là, le résultat final, si on voulait le partager avec les amis ou les collègues, comment est-ce que ça se fait? Est-ce qu'il y a une possibilité, une fonction, quelque chose comme ça? Oui, ben en fait, je pense, Nicolas, tu as rendu dans le fond, le notebook disponible pour tout le monde. Donc, je pense que vous pouviez télécharger le code source à partir de... Ça, j'ai pas vérifié, là. Dans ce que Nicolas nous a envoyé tantôt. Je pourrais rappeler... Google Drive pour l'atelier. Est-ce que ce serait ça? Ah, ok, tu as juste mis le texte, ok. Sinon, je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi, ou sinon je pourrais juste enregistrer le notebook puis on pourrait le mettre sur le Google Drive. Je pense que c'est ça qu'on avait fait à l'automne. Je ne sais pas si Nicolas peut aussi être encore là. Je pense qu'il est parti, Ben, mais il est oui, parti, ok. Mais oui, tu je vais pourras lui vérifier avec envoyer. Nicolas Ouais. pour juste le mettre peut-être sur le Google Drive. Là, je vais l'enregistrer sous, puis vous allez avoir accès au notebook. Donc, vous allez pouvoir l'importer vous-même dans votre environnement Google, puis vous allez pouvoir le modifier à votre guise. Ouais, je n'avais pas vérifié, mais je pensais qu'il était également disponible. Ouais, moi aussi, je pensais que c'est ça qu'on s'était dit, mais bon, je m'excuse, il y a peut-être eu une erreur de communication. On va remédier à la situation. Super. Merci. Bien. Sinon, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bon, j'espère que je n'ai pas été trop vite parce que c'était un petit peu difficile de jauger en fait de où vous partez, là. Donc, s'il y avait des experts en Python, que peut-être ça n'a pas été assez vite pour eux, et à l'inverse, si vous n'aviez pas de connaissances préalables, ça a peut-être été un petit peu trop vite, là. Donc, j'espère que vous avez quand même pu en tirer quelque chose en fonction de vos expertises antérieures. Donc, sinon, ben, s'il n'y a pas plus de questions, je pense que c'est un bel effort de concentration pour tout le monde. On peut peut-être arrêter ça là s'il n'y a pas de... Peut-être une dernière question. Là, tu n'as pas exécuté bloc par bloc, mais
Quelle est la tâche qui demande le plus de temps, l'exécution? J'imagine c'est le chargement des datasets ou... Oui, en fait, c'est quand on fait un appel là, pour le reste, ça se fait vraiment rapidement. C'est ma méga fonction ici. Là. En fait, là, je ne sais pas si j'ai été déconnecté parce que je ne l'ai pas roulé, mais on peut voir. Ah, ok, là, il me le fait en 0 secondes parce qu'il est dans le cache. Mais c'est ça, mais ça prend. Ça doit prendre 10 secondes. Là. Ah oui, ok. C'est vraiment pas terrible. Ok. C'est beau. Puis là, tu as fait l'exemple pour Sherbrooke. Est-ce que tu as essayé dans tes travaux antérieurs, là, évidemment, de travailler sur des zones beaucoup plus larges? Oui, ben, en fait, c'est ça. Pas pour de la visualisation. Là. En général, je sortais les données que j'avais besoin, puis je les mettais dans des. Après ça, je les analysais, mettons, dans des librairies comme Panda en Python, là, puis ces trucs-là. Pour faire de la visualisation, j'avoue qu'en général, c'est des petits projets comme j'ai beaucoup de visualisation à Magog ou des trucs comme ça, là, mais j'ai pas fait de la visualisation pour le Québec au complet. Fait que c'est là qu'à ce moment-là, si vos projets sont plus larges, effectivement, il faudrait revoir la stratégie puis voir c'est quoi le bottleneck finalement là, des traitements. Donc ici, un 10 secondes pour une petite zone, c'est pas si pire, là, mais peut-être pour le Québec au complet, il y aurait peut-être peaufiner la stratégie à certains endroits. Là. Ben, parfait. Une Je pense que question? Mohamed avait peut-être une question, oui. Ouais, moi j'avais juste une petite question par rapport au développement d'un plugin. Mettons par exemple qu'on veut juste sortir ta carte de développement en plugin qui va marcher sur QGIS. Comment vous l'évaluez? Oui, ben en fait, ça pour un plugin, ça serait un petit peu différent, mais vous pouvez faire QGIS plugin. Google Earth Engine. Donc, il y a un plugin de base que vous pouvez utiliser. En fait, quand vous ouvrez QGIS, là, il vous le suggère même. Là, je ne sais pas si je l'ai sur cet ordinateur-là, ça devrait. Je vais peut-être pas installer encore QGIS. Je m'excuse parce qu'habituellement, je développe sous Linux. Là, c'est vraiment rare que j'utilise mon portable. Donc, OK. Bon, visiblement, je n'ai pas QGIS. Mais oui, il y a vraiment, il me semble que quand vous allez dans Plugin, dans QGIS, là, tapez Google Earth Engine, puis il va vous sortir le plugin pour pouvoir communiquer facilement avec l'API. Puis ensuite, vous pouvez faire, à partir de ça, avec votre console Python dans QGIS, vous pouvez faire des appels, justement, si vous voudriez prendre des statistiques comme on a vu, là, pour extraire, mettons, les valeurs de NDVI en dessous d'un polygone. Le seul élément, en fait, qu'il faut ajouter à ça, puis ça, je vais peut-être essayer de le rendre disponible sur GitHub, mais que j'ai 2 minutes, mais je dirais que je suis un petit peu débordé, fait que j'ai pas eu le temps de mettre ça propre là, comme plugin. Mais essentiellement, il faut juste prendre vos objets QGIS. Donc, si vous avez une couche dans QGIS qui est affichée, il faut juste penser à la convertir en objet Google Earth Engine. Donc, en fait, comment vous faites ça? C'est vous utilisez les fonctions Python standards là, pour transformer vos objets QGIS. Et vous pouvez ensuite passer, une fois que vous avez extrait la géométrie de votre couche vectorielle, admettons, dans QGIS, ben, vous passez cette géométrie-là dans un objet, justement, un feature. Vous prenez la géométrie, en fait, de votre couche dans QGIS et vous pourriez lancer comme ça des analyses là, avec justement des données que vous pourriez faire un appel pour des données Landsat 8, par exemple. OK. Donc, c'est ça. La seule chose qu'il faut faire, c'est faire attention, c'est de s'assurer que vous avez tout le temps les objets, de transformer vos objets QGIS en objets Google Earth Engine pour qu'ils communiquent entre eux. Puis ensuite, une fois que vous avez vos objets Google Earth Engine, c'est juste de vous rappeler de les ramener en Python avec souvent .getinfo. Puis ensuite, là, vous pouvez les traiter avec justement Pandas, SciPy, puis vous pouvez faire des analyses avancées à partir de là. Merci beaucoup. Parfait. Ben, merci Jean-Nicolas pour cette présentation. Si jamais des étudiants ont des questions, j'imagine qu'ils vont te contacter directement, donc ça te fera un peu plus de travail. Oui. C'est beau. Ben, merci. Et pour les personnes qui restent, ben, il y a le dernier atelier lundi prochain, là, comme l'a mentionné Jean-Nicolas, qui va porter beaucoup plus sur le côté client, qu'on appelle front-end en informatique, là, pour évidemment mettre en place les objets sur une page web
et développer vraiment plus le côté client de façon un peu plus esthétique pour votre tableau de bord à partir de librairies open source. Donc, après, ce sera à vous de travailler dans la liaison de tout ça. Merci. On se voit lundi pour la suite. Bonne soirée tout le monde. Parfait, merci. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.